Les hussards noirs de la robotique, c'est un ouvrage qui va faire date et j'ai invité son auteur, Véronique Bouzou. Bonjour Véronique Bouzou. Bonjour. Alors vous êtes professeure de français en région parisienne et vous êtes l'auteur de plusieurs essais, dont un qui avait marqué les esprits, c'était à la fin des années 2009-2010, Oui, 2009, qui est Ces profs qu'on assassine. Vous vous êtes fait jusqu'à maintenant, jusque-là, un peu un lanceur d'alerte. Si on peut utiliser des termes à la mode, sur l'état de l'éducation et notamment le désarroi du corps enseignant. Est-ce que le constat que vous faisiez il y a maintenant 12 ans est un constat toujours de cruelle actualité ? Oui, je crois que les choses n'ont pas vraiment changé. Les professeurs sont encore seuls, livrés à eux-mêmes dans leur salle de classe. Et ce que j'avais malheureusement écrit, ces profs qu'on assassine, ça s'est réalisé. Alors, je ne pensais pas que ça allait se réaliser ainsi. Vous aviez été reçu par le ministre de l'Éducation nationale à l'époque ? À l'époque, j'avais été reçue par le ministre de l'Éducation, puisque quand le livre était sorti, il y avait un de mes confrères ou consoeurs qui s'était donné la mort dans une salle de classe. Et donc, c'est vrai que j'avais été reçue suite à ce livre. Et ce que j'avais pu observer, c'est que le ministre de l'Éducation de l'époque, avec lequel je m'étais entretenue cordialement, m'avait fait comprendre, enfin, en tout cas, je l'avais compris, qu'il ne pouvait pas faire grand-chose. Et donc, j'en avais déduit, en fait, que le but des ministres de l'Éducation nationale, c'était surtout le pas de vague. Et on en est encore aujourd'hui dans le pas de vague. Donc, les professeurs sont toujours livrés à eux-mêmes, selon moi. Hein. C'est-à-dire, c'est à eux de se défendre quand il y a des soucis dans leur salle de classe. Et puis, ils ne sont pas toujours soutenus par leur hiérarchie quand il y a des problèmes. Alors, on va le voir dans les hussards noirs de la robotique. Vous intervenez sur la notion de l'islam et de l'islamisme. Est-ce que, en écrivant le désarroi, en décrivant même ce désarroi des professeurs, vous pensiez que 12 ans plus tard, on arriverait à l'assassinat de Samuel Paty ? Je pense que personne, on n'ose même pas imaginer quelque chose d'aussi horrible. Donc non, jamais j'aurais imaginé qu'un professeur puisse se faire assassiner de cette manière. C'est pas possible. En revanche, tous les professeurs comme moi qui, depuis des années, alertent sur des dangers justement de radicalisation, pendant des années, on ne les a pas pris au sérieux. C'était tout va très bien, Madame la Marquise, et puis on avait tendance à nous faire passer pour de méchants fascistes où on voulait stigmatiser tout le monde. Et c'était tout l'inverse en fait, puisque moi j'ai commencé à enseigner à Mantes-la-Jolie dans des ghettos ethniques, et j'ai toujours tenu à mes élèves un discours de vérité. Et j'ai témoigné, j'ai dit ce que je voyais en fait dans mes salles de classe au fur et à mesure de l'actualité internationale, l'actualité nationale. Et pendant des années, quand même, je passais pour un petit peu une doudingue qui racontait son expérience dans quasiment un pays étranger. Or, on voit bien qu'aujourd'hui, beaucoup de professeurs dans beaucoup d'établissements scolaires sont confrontés aux mêmes difficultés. Et ensuite, moi, j'ai tellement d'expérience en fait que j'ai su asseoir mon autorité, parce que quels que soient les élèves que j'ai en face de moi, de toute façon, j'essaye de leur transmettre l'amour de la langue française, des grands textes, et notre identité, et ça passe plutôt bien, puisque quand on a de l'ambition pour ses élèves, en tout cas, moi, je suis pas professeur d'histoire, donc en français, c'est moins compliqué pour moi de ne pas m'autocensurer, je pense. Mais c'est vrai qu'il y a des sujets que certains collègues n'abordent pas, ils me le disent. Donc, est-ce que vous dites que vous n'avez pas de soutien de la hiérarchie, pas de soutien du ministère, vous avez quand même le soutien des syndicats. Les syndicats, c'est quelque chose d'important. Ils font et défendent les professeurs. Les syndicats, malheureusement, ne défendent plus tellement aujourd'hui les professeurs. Les syndicats font trop de politique, selon moi. C'est-à-dire, on va défendre, c'est de l'idéologie souvent. Alors, c'est des syndicats, on va dire souvent d'extrême gauche, même si c'est peut-être un petit peu réducteur de dire ça, mais ça va être, on va s'extasier sur le printemps arabe, sur les migrants venus d'ailleurs, etc. Donc, alors qu'on attendrait davantage des syndicats qui défendent nos conditions de travail. On l'a vu aujourd'hui, on l'a vu en ce moment avec les masques. Moi, j'ai bien été seule en début d'année scolaire quand j'ai dit à quel point le port du masque était une aberration. Or, aucun mot de la part de la grande majorité des syndicats sur le port du masque. C'est même l'inverse, on a l'impression, les entendre qu'il faudrait venir en scaphandre. Faites cours toute la journée avec un masque, je vous assure que c'est compliqué.
Et alors, sans parler bien sûr des élèves pour lesquels, qui doivent porter aussi dès le plus jeune âge un masque, même dans la cour de récréation. C'est monstrueux. On est vraiment dans une vraie maltraitance. L'assassinat, entre guillemets, alors on ne peut pas parler d'assassinat en ce qui concerne cette situation, mais c'est vraiment une maltraitance quotidienne. Et moi, quand j'avais écrit, pour en revenir à ces profs qu'on assassine il y a une dizaine d'années, j'avais consulté un psychiatre qui me disait que les professeurs présentaient les mêmes symptômes que les victimes d'attentats terroristes, avec les incivilités répétées. Mais aujourd'hui, la maltraitance, elle vient de toutes parts. On est épuisé, on doit tout seul gérer les questions d'autorité. On a des parents d'élèves qui sont pas toujours faciles. En fait, on doit tout seul se comporter comme un véritable Zorro, répondre à tous les maux de la société, et c'est parfois difficile. Véronique Bouzou, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui affirment que les professeurs ont aussi une responsabilité dans le désastre général du système éducatif français, la perte volontaire d'autorité, le laxisme, l'entrée de l'idéologie? Est-ce que vous pensez que vous participez au désastre? Alors j'espère pas que... vous personnellement, mais vous comme professeur. Je pense qu'on peut jamais totalement se dédouaner. On a des responsabilités, sinon c'est trop facile de dire que c'est toujours la faute d'autrui. Je trouve que c'est un petit peu... Si vous voulez en finir avec la culture de l'excuse, donc il va falloir trouver autre chose. Est-ce que les professeurs ont une responsabilité dans ce qui se passe? Oui, moi je pense que les professeurs ont une responsabilité. Disons que les professeurs, dans leur salle de classe, sont responsables de ce qu'ils enseignent. La question, c'est que moi je sais ce que j'enseigne à mes élèves. Je leur transmets au contraire la notion de méritocratie, d'effort, de travail quotidien. Je mets des notes, de vraies notes. Et vous savez, ça plaît aux élèves et ça plaît aux familles. Parce que justement, ils ont conscience que je leur transmets le meilleur. C'est-à-dire, je vise l'excellence. Donc aujourd'hui, si vous voulez, il y a beaucoup de professeurs qui sont plus syndiqués. Donc les syndicats ne représentent plus. C'est toujours une minorité agissante qui fait entendre sa voix et une majorité silencieuse qui subit. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a supprimé des heures de français, on a supprimé des heures de mathématiques. On demande aux professeurs de prendre sur leurs heures de cours, d'accepter de supprimer des heures de cours pour participer à tel ou tel projet. Donc, c'est tout ce qui vient de l'extérieur aussi, des projets parfois artistiques et culturels où c'est toujours l'autre qui est mis en avant, où la culture occidentale est souvent rabaissée. Donc ça, j'en ai parlé dans plusieurs ouvrages. Et dans cet ouvrage, c'est vrai que Diane Bonnel, cette centenaire qui se rend dans... Vous avez bien fait, oui, il faut parler du livre, Les Hussards Noirs de la robotique, on y vient, oui. C'est centenaire, alors c'est votre personnage. Oui. Terminé, je vous ai coupé, mais poursuivez, c'est votre centenaire. C'est une centenaire qui pourrait être moi, même si j'ai un petit peu joué un peu avec les dates. On est en 2070, et imaginez donc une salle de classe où c'est un androïde qui fait cours. Cette centenaire, Diane Bonnel, a vécu notre époque. Et elle vient voir des élèves du futur en 2070 pour leur exposer notre société. Et elle répond à la question d'un élève qui lui demande « Et à part allumer des bougies, vous avez fait quoi ?» C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez fait, vous, votre génération, pour nous sauver du marasme, cette culture de la repentance, de la victimisation, et puis de ce qui s'est passé au niveau de notre perte de démocratie. Puisque là, je pense qu'on peut parler réellement, on entre dans un monde qui va tendre vers le totalitarisme, avec le tout digital. Et cette centenaire, justement, donc après avoir exposé ce monde, elle rappelle aux élèves qu'on en est sorti, puisque j'imagine qu'il y a eu une déflagration. Je laisse au lecteur... On va en parler quand même, on va essayer il y a une déflagration, et puis suite à cela, le calme est revenu, mais quel calme ? Un calme trompeur, puisque les êtres humains, notamment les élèves, risquent de perdre leur humanité, puisqu'ils sont peu à peu transformés en robots. On va reprendre le fil si vous voulez bien. On est donc dans un lycée. Effectivement, votre personnage, Diane, est centenaire. Elle est dans un lycée qui a symboliquement eu 3 noms différents. Celui jusqu'aux années 2020, Colbert. Aux années 2020, il a pris le nom de Rosa Parks. Et à partir de 2070, on est en 2070, il s'appelle le lycée Turing. 3 temps, 3 époques, 3 strates, mais aussi avec des noms qui, bien évidemment, ont un poids idéologique. Colbert, Rosa Parks et Turing. Oui, Colbert, c'est la culture classique. Donc là, on est
siècle Louis XIV, le classicisme, Racine, Molière, toutes les œuvres classiques. Rosa Parks, on voit bien la culture qui a dévié. On est dans la repentance perpétuelle. Ce qu'on a appelé là maintenant le wokisme un petit peu, on met de tout d'ailleurs dans cette notion. Il faut sans arrêt se remettre en question, s'auto-flageller. On a la cause de tous les maux de l'humanité. Et puis, on en termine par à Mathison Turing, précurseur de la robotique, avec ses déviances. C'est-à-dire, à partir du moment où on imagine qu'on va imposer un pass digital, moi je ne sais pas comment on peut l'appeler, sans doute pas un pass sanitaire, ça a tout sauf de sanitaire, un pass vaccinal, un pass digital, un pass peut-être ensuite écologique, après un pass politique, qui sait, un pass où si on pense mal, on n'aura plus aucun droit. Un pass où on imagine que notre ADN sera scruté, que si on a avalé une dose de trop salé ou trop sucré, peut-être qu'on recevra une décharge électrique, qu'on se verra interdire l'accès à certains lieux, certaines professions, et on sera contrôlé en permanence, on n'aura plus aucune liberté. C'est un petit peu le monde de Matrix, où une matrice où l'être humain ne sera qu'un pion dans une intelligence artificielle toute puissante. Et quand j'ai écrit ce livre, on était au tout début de ce qu'on a appelé cette crise sanitaire. On en était au tout début, et donc je suis pas allée aussi loin. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit que les choses s'accélèrent. Et moi, je m'interroge réellement, là, je m'interroge même plus sur notre démocratie. D'ailleurs, c'est honteux. À l'heure où je vous parle, quand on a un président de la République qui vient de dire qu'une partie des Français n'étaient plus des citoyens, qu'il les jugeait irresponsables, où va-t-on ? Et qui a envie de les emmerder. Qui a envie de les emmerder. On a l'impression, en fait, moi je suis enseignante, j'ai eu des cancres dans mes classes, des mauvais élèves. Là, j'ai l'impression d'avoir un mauvais élève qu'on n'a pas arrêté. C'est le syndrome de toute puissance. Si vous voulez, quand un élève fait une bêtise et qu'on l'arrête pas, il continue. Il essaie de voir jusqu'où il peut aller. Donc là, on l'a pas arrêté, donc il continue. Il est sûr de son droit. Et puis, autour de lui, il a une cour de ricaneurs. C'est le rire un petit peu, le rire sarcastique, rien à voir avec le rire salvateur de Rabelais, qui est justement, qui permet, ou le rire, je me presse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer, comme disait Beaumarchais. Il a écrit période pré-révolutionnaire. On est quand même dans une période pré-révolutionnaire. Donc pour étouffer toute révolte, on a une personne qui se croit toute puissante et puis qui insulte une partie des Français, alors que ces Français n'ont commis aucun mal, n'ont commis aucun délit, puisque on va déchoir peut-être de leur citoyenneté des êtres humains qui n'ont rien fait, des citoyens qui n'ont rien fait. Dans le même temps, on refuse, le même personnage aurait refusé de déchoir de leur nationalité des terroristes. Donc il y a deux poids, deux mesures. Il y a de quoi s'interroger. Je pense que là, le monde entier a les yeux rivés sur nous. Mais honte à tous ceux qui écrivent sur les réseaux sociaux ou qui disent à haute voix « Ah, mais le président a dit tout haut ce que pensaient certains ». Donc on voit bien que là c'est divisé pour régner, c'est l'inverse de ce qu'on attend d'un chef d'État, qui normalement a une stature, qui doit rassembler, qui doit s'adresser à notre raison et pas à notre peur. Là, je fais étudier à des élèves La ferme des animaux de George Orwell. On est en plein dedans. La ferme des animaux, c'est quoi ? Le dictateur arrive au pouvoir, comment ? Par la peur. Donc ils distillent la peur. Et puis les personnes un peu plus éveillées, on les bribe par des chiens de garde. Et puis on se sert des moutons. Donc dans La ferme des animaux, les moutons crient 2 pattes, pas bien, 4 pattes, bien. Et là, c'est la même chose en fait. Et donc les voix, les lanceurs d'alerte, ceux qui tiennent un discours, alors je ne vais pas dire un discours de vérité, parce que où est la vérité, encore une fois, il faut être modeste, mais en tout cas, qui se posent des questions dans le monde de Descartes. Descartes, c'est quand même le doute cartésien. C'est inimaginable que dans notre pays, on nous demande d'avoir peur et de ne pas raisonner. Moi, toute mon éducation, ça a été cela. L'enseignement, on éduque, on doute. On remet en question les données, on compare les éléments. Il y a des personnes aujourd'hui dans tous les domaines de la société qui se posent des questions. Et on va étouffer leur voix.
Mais quelle injustice! Moi, j'ai toujours été révoltée par l'injustice. Diane, 2070, elle évoque 2020, c'est son passé à elle, donc 2020, c'est notre présent actuellement. Elle voit une école qui est gangrénée par la dictature sanitaire, par l'islamisme radical, par la culture de la repentance. Elle en a été même elle-même victime, on ne l'explique pas, les lecteurs le découvriront par eux-mêmes. Et vous dites que tout ça correspond à une expérience de Milgram. Vous l'expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas ce terme-là, une expérience de Milgram, grandeur nature, dans lesquelles d'ailleurs les enseignants, eux aussi, à nouveau participent parce qu'ils ne se rebellent pas. C'est quoi une expérience de Milgram? C'est quoi l'expérience de Milgram? Qui était Milgram, tout simplement aussi? Donc Milgram décide de faire une expérience pour voir dans quelle mesure les êtres humains sont capables d'obéir. C'est un scientifique. Oui, scientifique, oui. Et on se rend compte, donc, dans les années 50, que très très peu de personnes sont capables de désobéir quand l'ordre qui est donné émane d'une autorité qui est le juge supérieur. Donc là, l'autorité, on est en plein dedans. Donc ça, je le vois avec les élèves quand on travaille sur des textes justement qui évoquent les questions des totalitarismes du XXe siècle. Dans quelle mesure j'ai le devoir de désobéir? Dans quelle mesure donc l'être humain doit se servir de sa morale, du juste, du bien, contre des ordres justement qui sont iniques. Et là, en fait, on se rend compte que c'est très difficile pour certaines personnes de désobéir. Pour quelles raisons? Tout simplement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont honnêtes, qui sont sincères, et qui se disent, qui ne conçoivent pas que les gens qui les gouvernent, que les gouvernants puissent vouloir puissent ne pas vouloir leur bien, voilà, à défaut de vouloir leur mal, puissent ne pas vouloir leur bien. Par volonté ou par amateurisme? Par volonté, on ne sait pas. Ou en répondant à des ordres qui viennent de plus haut. Et ça, c'est terrifiant. Et donc, je pense qu'elles rentrent dans un mécanisme d'obéissance, et ensuite elles vont aller jusqu'au bout, parce que ne pas aller jusqu'au bout serait reconnaître qu'elles se sont trompées. Vous avez des mots durs pour ces gens-là. Vous dites face au diktat, vous dénoncez la soumission du peuple. Alors on retrouve la référence à Houellebecq, bon, c'est le moment, hein, c'est la semaine ou jamais. Mais vous parlez de Français, je vous cite, devenus des mauviettes qui ont peur de leur ombre. C'est dur, des mauviettes. On a quand même des ancêtres qui sont allés se battre. Je pense à Verdun, hein. Mon arrière-grand-père est mort à Verdun. Et là, le courage, je pense que ces jeunes hommes savaient ce que c'était. Les obus tombaient de toutes parts. On leur demandait de défendre leur nation et ils y allaient. Hein. On a eu donc des résistants en 40, hein, pareil, hein, des résistants de la première heure qui sont allés se battre pour défendre leur liberté. Et aujourd'hui, on a quand même des enjeux, hein, des menaces terribles qui pèsent sur nous. Et qu'est-ce que l'on fait? On voit des personnes qui ont des pancartes je veux un bisou, vous n'aurez pas ma haine. Et puis avec des slogans lénifiants que du bonheur, elle est pas belle la vie. Donc en fait, on est devenus des consommateurs qui ont perdu, enfin certains, hein, qui ont perdu toute spiritualité. Et ça, moi, je le déplore. Des mauviettes. Des mauviettes, oui, parce que à un moment, il faut quand même, une petite dose de testostérone, quoi. Enfin, on se bat, on défend nos droits, on est quand même des héritiers. On ne vient pas de nulle part. On n'est pas des consommateurs sur pattes. Et sans arrêt, ils se battent pas, ils acceptent tout, ils sont soumis. Où je me suis posé la question de savoir si vous n'étiez pas plus prof de français que prof d'histoire, c'est dans un des dénouements de l'histoire. Vous dites en gros que les Français, parce qu'ils sont un peu des mauviettes, certains, pas tous, j'espère. Oui, je ne vais pas généraliser. Et puis justement, j'essaie de réveiller les consciences. Parfait. Parce que je pense qu'on a ça en nous. Parfait. On a envie de réveiller notre courage et notre... Vous me rassurez. Mais au-delà de cela, quand on est prof de français et pas prof d'histoire, on trouve un dénouement qui est surprenant, c'est de dire, puisque les Français n'ont pas trouvé en eux-mêmes la capacité de résister, alors il y a un événement extérieur, une puissance étrangère, on ne va pas dire laquelle, mais qui va permettre de ce redressement de la nation. Comme professeur d'histoire, je n'ai pas le sentiment dans l'histoire de la France que les invasions, quelles qu'elles soient, aient été toujours amicales et toujours conçues comme amicales. Je n'en ai pas un exemple, mais vous en avez un. Oui, c'est le Deus ex machina. Enfin, il fallait bien trouver aussi une... C'est vraiment l'anticipation. C'est de l'anticipation et en même temps, dans ce que j'imagine, cette puissance ne vient pas nous envahir. C'était pas, en tout cas, dans leur... D'ailleurs, ça n'a... Enfin, je veux pas trop dévoiler. J'ai fait exprès aussi, hein, vous voyez, j'essaie de parler de manière sibylline. Hein, voilà. Disons qu'on finit par avoir besoin d'eux.
Disons, c'est aussi dans leur intérêt. C'est un petit peu gagnant-gagnant parce que il y a un risque que si ça s'embrase dans notre pays, ça peut aussi prendre des proportions ailleurs. Donc, il n'y a jamais un État ou une nation qui intervient à l'extérieur, c'est aussi pour sauvegarder ses propres intérêts. Mais j'ai imaginé qu'on aurait du mal. Je ne vais pas dire on ne pourrait pas parce que, heureusement, l'histoire nous a prouvé qu'on était capable aussi parfois de grandeur et de grandiose. J'ai imaginé qu'on aurait du mal à se sauver tout seul. Il faudrait une intervention, alors soit une intervention divine, on peut imaginer, l'espérance, soit une intervention extérieure. Donc là, dans ces cas-là, sur cette terre. Après avoir, encore une fois, ce que j'ai... Cette nation-là, elle vient aider et s'est accueillie de manière amicale par les Français, mais c'est chèrement payé, c'est le prix à payer, mais le prix à payer, pourquoi ? Parce que vous dites, finalement, de toute façon, oui, on peut rétablir l'ordre, on va rétablir l'autorité, on va rétablir les libertés, on va réduire les ennemis des libertés au nom de la religion, au nom des idéologies, mais on ne va pas résoudre le véritable problème qui est le problème de la déferlante digitale. Donc, au bout du compte, oui. C'est foutu. C'est foutu. Je pense qu'un écrivain, quand il écrit des livres d'anticipation, c'est justement pour envisager le pire, pour que le pire ne se produise pas. Le pire, ça serait que les robots nous remplacent. C'est que, d'autres écrivains, bien sûr, l'ont envisagé bien avant moi. C'est qu'après l'espèce humaine arrive l'intelligence artificielle. Et que ce soit le transhumanisme. C'est-à-dire que l'on perde notre capacité à se révolter, et on perd notre empathie. On voit bien aujourd'hui que l'être humain, on veut le réduire à la solitude, seul face à une technocratie. Donc la distanciation sociale. On ne s'embrasse plus, on ne se regroupe plus, on ne discute plus. On est loin de l'agora où les Grecs discutaient philosophie. Et ça, c'est terrifiant. Chacun, vous prenez le métro, il y a plus, avant même l'épisode de 2020, bien avant, c'est le téléphone portable. Chacun est rivé sur son téléphone portable. Il n'y a plus d'échanges, très peu. Les jeunes générations aussi, moi je suis étonnée que les jeunes générations ce soit pas davantage... Ce que j'allais vous dire, c'est pas un propos de boomer, là c'est aussi dans l'actualité. On se dit après tout, vous voyez ça à l'aune de votre génération, les générations suivantes sont peut-être meilleures, vous les avez devant vous chaque année. Alors moi c'est pas encore ils n'ont pas 20 ans. Alors moi je vais pas non plus jeter. Alors là je vais pas. Vous avez des troisièmes et des quatrièmes. Oui, j'ai des troisièmes, quatrièmes. Je vais surtout pas. Alors là, eux ils subissent. Je crois que j'ai beaucoup de bienveillance à l'égard de mes élèves qui doivent porter des masques au quotidien et qui ont subi aussi le confinement. C'est difficile pour eux. Il faut vraiment c'est difficile. Donc ils supportent de leur mieux. Est-ce qu'il y a des raisons d'être optimiste vers nous en les regardant sur nos enfants? Je vais pas vous mentir, moi là aujourd'hui je suis assez pessimiste parce que je vois pas réellement de révolte gronder. Mais peut-être que face au mur, il y a une forme de réaction, de dernière réaction. Et je pense qu'on peut quand même croire, si on pense qu'on a une histoire quand même millénaire, on s'est révolté. On est capable de se redresser, de se soulever. Peut-être justement, ce qui se passe aujourd'hui montre que des personnes sont capables un petit peu de mettre de côté le tout consommation et de retrouver aussi les valeurs de l'échange. Certains étaient tout seuls et ont trouvé des personnes à qui parler pour échanger. Parce que justement, elles se rendent compte que la vraie valeur, c'est la valeur de l'humanité, notre empathie, notre capacité aussi à écouter l'autre. Alors, on pourrait imaginer autre chose que je n'ai pas imaginé dans mon livre, une société complètement divisée, où une partie de la population déciderait de quitter complètement la digitalisation, alors pas pour vivre nécessairement comme dans des forêts ou dans des grottes, mais coupée de ce monde du tout numérique pour revenir à une vie plus simple. Avec d'autres en mode survie, en tout cas en mode peut-être en gardant quand même un petit peu de technologie, mais le minimum pour vivre, mais oui, en retrouvant peut-être le plaisir des choses simples, simplement d'être ensemble. Merci beaucoup.